Bonjour, Mesdames, Messieurs, et bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. La deuxième session du 43e Parlement a été officiellement lancée mercredi dans la crainte d'une deuxième vague de la pandémie de coronavirus. On analyse le discours du trône et le discours à la nation du premier ministre Trudeau avec notre panel de journalistes. Le sondeur Jean-Marc Léger nous parle des véritables préoccupations des Canadiens alors que persistent les rumeurs d'élections pour les prochains mois. Et Richard Martel, le nouveau lieutenant québécois des conservateurs, nous parle des ambitions d'Erin O'Toole au Québec. Pour analyser ces développements et ce qui s'en vient au Parlement maintenant que la session est officiellement lancée, je retrouve notre panel de journalistes, Joël Denis, Altia et Conrad. Bonjour à vous trois. Bonjour. Avant qu'on parle des réactions au discours du trône, j'aimerais d'abord vous entendre sur le discours du trône comme tel. Alors, écrit à l'angle de la pandémie, évidemment, le gouvernement a dit pas le temps pour l'austérité, pas à ce moment-ci, a annoncé des milliards en mesures de toutes sortes. Joël Denis, d'abord, vous en avez pensé quoi de ce discours du trône? C'est un discours d'un gouvernement qui pense être au pouvoir pour la prochaine décennie, tellement il y a d'ambition. Mettre en chantier un réseau national de garderies, mettre en chantier l'assurance médicaments, offrir des normes nationales en matière de soins pour longue durée pour les personnes âgées, lutter contre les changements climatiques, créer d'emplois. Ma foi, ça dépasse l'entendement, les ambitions. Je pense que le gouvernement va simplement manquer de temps ou de collaboration des autres partis politiques pour mettre en œuvre un tel discours qui m'apparaît très ambitieux. Mais pour certains, ça reprend aussi certains éléments qui étaient dans le précédent discours du trône. Donc, c'est un peu du recyclage. Mais enfin, n'empêche, il y a beaucoup d'ambition dans ce discours du trône, mais peu de temps, je pense, pour le réaliser. Oui, Altia, plusieurs ont fait remarquer qu'on avait ratissé très large dans le discours du trône. Plusieurs observateurs se sont dit d'avis que c'était, en fait, la plateforme du gouvernement pour les prochaines élections. Est-ce que vous y voyez là une plateforme électorale du gouvernement de M. Trudeau? Bien, ça pourrait former la base. Il n'y a rien vraiment dans le discours qui n'aurait pas pu se retrouver dans le discours de dans la plateforme de 2015 ou de 2019, puis en plusieurs instances, en fait, se retrouvait dans la plateforme de 2015 et de 2019. Le succès du discours du trône, beaucoup des choses comme l'assurance des médicaments, les services de garde, va dépendre de la collaboration avec les provinces. Alors, il y a vraiment question là-dessus. Les autres choses qu'on a retrouvées, nos collègues de Radio-Canada ont compté qu'il y avait 96 titres au discours du trône. Il y a beaucoup de choses qui étaient en fait floues. Comme on nous parle des investissements en infrastructure, mais il y a 3 lignes là-dessus, puis il y en a 6 sur les langues officielles. Qu'est-ce que ça va avoir l'air? Je pense que ça nous a donné beaucoup plus. On veut d'indices de qui a le pouvoir au cabinet, qu'est-ce que le gouvernement vraiment entend faire pour les prochains 18 mois ou peut-être même 3 ans, parce qu'il leur reste quand même 3 ans dans leur mandat. Oui. Conrad, vous en avez pensé quoi? Oui, un discours plus ambitieux, plus politique et je dirais aussi plus électoral qu'on aurait prévu il y a même une semaine. On avait l'impression que le gouvernement a essayé il y a une semaine de baisser beaucoup les attentes, mais il est arrivé avec un discours peut-être moins ambitieux qu'il aurait voulu faire il y a un mois, mais qui met la table effectivement pour la prochaine élection et pour le débat de quelle sorte de gouvernement de l'après-pandémie qu'on veut les Canadiens, que veulent les Canadiens. Un gouvernement plus activiste, bien sûr, que ce à quoi les Canadiens sont habitués depuis une décennie. Et c'est ça. Très interventionniste, très activiste, comme vous le dites. Ouais. Maintenant, sur les réactions des partis d'opposition, les négociations, évidemment, sont lancées. Le gouvernement a déposé déjà aujourd'hui son projet de loi qui vise à remplacer la prestation canadienne d'urgence qui va prendre fin dans quelques jours. Un projet de loi qui a été bonifié, évidemment, pour plaire au NPD. Joël Denis, est-ce qu'on peut prendre pour acquis que déjà, maintenant, le NPD va voter pour ce discours du trône?
Oui, je pense que la table est mise. Le gouvernement Trudeau a mis suffisamment de carottes sur la table pour satisfaire le NPD, je vous dirais, avec la bonification justement de la PCU ou ce qui va remplacer la PCU pour que les gens qui reçoivent encore cette aide financière aient le même montant qu'actuellement. Donc ça, je pense que le NPD a joué bien ses cartes. Je dirais, il est allé chercher ce qu'il souhaitait obtenir. Donc, il pourra crier victoire. Il pourra dire à sa base, voici, notre tactique a fonctionné, on est allé chercher des choses pour vous. Donc, c'est un gain important et je pense que ça met quand même la table à d'autres négociations à venir entre le gouvernement Trudeau et le NPD lorsqu'il y aura d'autres votes de confiance à venir. Mais pour le moment, je pense que le NPD a bien joué ses cartes, même si on s'attendait dès le départ que ce soit le NPD qui soit l'allié naturel du gouvernement de Justin Trudeau, tellement il gouverne à gauche en ce moment. Oui, et c'est pas une grande surprise, effectivement. Althia, Joël Denis dit le NPD joue bien ses cartes. Il y a le Bloc québécois qui tente aussi de marquer des points avec le discours du trône, réclame des paiements de transfert en santé pour le Québec sans condition. Quelle est la stratégie du Bloc québécois derrière ça? Bien, ils n'avaient pas vraiment le choix, puisque François Legault, premier ministre du Québec, est sorti avec un tweet, même avant que M. Blanchette s'était prononcé pour dire c'est pas satisfaisant, c'est quoi cette affaire-là? C'est l'agenda chez nous, pas juste dans la santé, mais avec les services de garde, avec plein de choses que le gouvernement fédéral tente de vouloir faire. Pourquoi pas juste prendre notre exemple? Vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez au restant du pays, mais on ne veut pas être affecté avec ceci. Alors, je pense qu'il y avait quand même quelque chose dans le discours du trône pour le Bloc. Je pense aux fermiers qui ont été affectés par la gestion de l'offre. Il y avait comme assez de petites choses dans le discours du trône pour que le Bloc et le NPD disent « OK, on en a assez, on est satisfait ». Mais il n'y avait pas tout ce que les deux partis réclamaient. Depuis ce matin, jeudi matin, on voit que le Parti libéral tente vraiment de dire, OK, bon, ben, on a satisfait les demandes du NPD, qui étaient des demandes, franchement, que le Parti libéral avait déjà dit qu'elle allait faire publiquement. Alors, je suis pas certaine si le NPD a vraiment bien joué ses cartes, mais je pense que, au moins, la communication des demandes, le NPD a bien joué ses cartes. Oui. Conrad, le discours du trône, contenait rien relativement au paiement de transfert en santé aux provinces, même si, comme on sait, il y a un front commun des provinces à ce sujet. Mais il a parlé d'imposer des normes nationales, notamment pour les CHSLD. Qu'est-ce que ça laisse présager au niveau des relations fédérales-provinciales? Mais d'abord, ça indique que M. Trudeau est beaucoup comme son père, qui... même s'il essaie d'être respectueux envers les juridictions des provinces, il ne se prive pas du pouvoir fédéral de dépenser et même de dicter des normes. Et donc, dans ce sens, c'est peu une provocation envers les provinces parce qu'il croit sincèrement que les électeurs qui vont voter pour lui sont en faveur de ça. Et vous savez que dans les banlieues de Toronto et Vancouver, on s'occupe pas beaucoup des revendications québécoises à ce que le gouvernement fédéral se mêle de ses affaires. Ils veulent un gouvernement fédéral qui dicte des normes en matière de santé. S'il y a un enjeu qui est super important dans l'après-pandémie, c'est de faire en sorte que nos centres d'aînés soient à la hauteur de la prochaine pandémie. Oui, avec la tragédie qui s'est vécue pendant la première phase. Le fait qu'il n'y avait rien dans le discours sur même un accusé de réception de la part du gouvernement fédéral de la demande des provinces pour plus d'argent. Sur les 28 milliards, effectivement. Oui, c'est un peu un fin de non-recevoir. Maintenant, les négociations vont être corsées. Oui. Maintenant, sur le discours à la nation maintenant du premier ministre Trudeau qui a suivi hier en début de soirée, le premier ministre a dit l'heure est grave concernant évidemment la pandémie, alors que les cas continuent d'augmenter. M. Trudeau a dit le Canada en est à un carrefour. Il est trop tard pour l'Action de grâce, mais peut-être pas pour la fête de Noël. Joël Denis, qu'est-ce que vous avez pensé de cet exercice? Plusieurs l'ont critiqué. Ils voyaient là un exercice d'abord et avant tout politique, électoraliste. M. Trudeau voulait peut-être avoir son visage accolé aux grandes déclarations qui étaient contenues dans son discours du trône, sauf que j'ai quand même trouvé l'exercice utile. C'est un rappel à l'ordre important. Je pense
pense qu'il devait venir du premier ministre lui-même, que les gens allaient porter davantage attention parce qu'on a mis tellement les projecteurs sur lui durant ce discours à la nation. Donc, l'appel à la vigilance, l'heure est grave. Oui, il l'a souligné, que la crise ou la seconde vague auquel on assiste risque d'être plus forte que la première qu'on a vécue au printemps. Je pense que c'est un rappel à l'ordre qui était de mise et qui s'imposait de la part du premier ministre. Certains, comme je disais tout à l'heure, ont trouvé ce discours à la nation inutile. Je ne suis pas de cet avis. Je pense que ça s'imposait de la part du premier ministre. Oui, parce que plusieurs ont dit que le premier ministre avait surtout répété les grands pans du discours du trône. Althia, est-ce que vous avez trouvé l'exercice, vous, utile, comme Joël Denis? J'ai trouvé que c'était important, le message, surtout en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique, puis un petit peu en Alberta, où les cas de COVID-19 montent beaucoup, puis que ça l'inquiète vraiment le bureau du premier ministre, de dire aux gens, on est arrivé dans la deuxième vague, vous devez rester chez vous, vous devez vous laver les mains, vous devez garder vos distances. Mais il aurait pu faire ce message-là en matin, à 11h, à midi, comme il avait fait au printemps. Il y a rien dans le message de mercredi, dans le discours à la nation, qui n'aurait pas pu être communiqué dans une adresse qui n'était pas à 6 heures, où on n'avait vraiment pas besoin de demander aux télédiffuseurs de nous donner du temps. Conrad, qu'est-ce qu'on retient le plus, le discours du trône ou le discours à la nation? Les médias vont parler du discours du trône, mais le commun des mortels va parler du discours à la nation, évidemment, parce que c'est là s'ils ont regardé quelque chose, c'est plutôt ça. Mais moi, je trouvais que c'est un discours, l'adresse à la nation, pas mal politique, et que ceux qui aiment Justin Trudeau vont beaucoup aimer son discours, et ceux qui l'aiment pas vont trouver que c'était un abus de sa position. Mais il y avait des phrases là-dedans qui était carrément politique que le gouvernement va emprunter pour que vous n'ayez pas besoin. Donc, c'était pas un appel à l'unité. Oui. Le temps file, il nous reste à peine 2 minutes. J'ai encore une question pour chacun. Sur la suite des choses maintenant, la session est officiellement lancée donc aux communes. C'est un contexte de pandémie. Le Parlement siège de façon virtuelle. Il n'y a rien qui est pareil finalement au Parlement. Joël Denis, vous vous attendez à quoi pour l'automne? D'abord et avant tout, ce que je vais surveiller, moi, c'est la mise à jour économique qui est prévue par la nouvelle ministre des Finances, Chrystia Freeland. Je pense que c'est le prochain grand rendez-vous. Hormis le vote de confiance sur le discours du trône, mais c'est probablement acquis que ça va passer la semaine prochaine quand le vote aura lieu. Donc, ce que je vais surveiller, c'est surtout cette mise à jour parce que ce sera un exercice délicat pour le gouvernement Trudeau, alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour critiquer sa gestion des finances publiques en temps de pandémie. Sur l'avenir de Justin Trudeau maintenant, Althia, il y a beaucoup de spéculations actuellement. Certains croient, et c'était le cas de Don Martin de CTV la semaine dernière, que M. Trudeau est en train de préparer son départ, qui est en train de préparer la transition du pouvoir vers Chrystia Freeland. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que M. Trudeau songe à partir? Non, pas pour l'instant. Je crois que c'est vrai, et surtout les députés libéraux croient que M. Trudeau a a désigné Mme Freeland comme son successeur. Mais M. Trudeau n'est pas à veille de partir. S'il y avait des élections d'ici les prochaines mois, je pense qu'il serait encore le premier ministre qui essaierait de retrouver un autre mandat. Il a toujours dit qu'il voulait 3 mandats. Alors, on verra s'il va changer d'idée. Mais c'est surtout les partis d'opposition qui veulent Mme Freeland. Et puis, je suis pas certain que vis-à-vis M. Trudeau, Mme Freeland serait si populaire que ça. C'est quand même pas quelqu'un que les gens connaissent comme tel. Mais dans sa nouvelle position, ils vont apprendre à la connaître peut-être plus. Conrad, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Je suis plutôt d'accord avec Althia, quoique on sait qu'il y a, après les élections de 2019, M. Trudeau a songé sérieusement à préparer son départ, qu'il avait perdu beaucoup le goût du pouvoir et qu'il y avait beaucoup de rancune ou de déception au sein du caucus par rapport à sa performance durant la campagne de 2019. La pandémie a changé la donne. Et il semble avoir repris le plaisir, même s'il y a beaucoup de défis, le plaisir
de gouverner et de se battre pour faire la preuve que c'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui est un compétiteur, ça est certain. Mais je pense que pour l'instant, il a l'intention de se présenter aux prochaines élections, que c'est son enjeu. Mais les libéraux ils regardent les sondages et que si M. Trudeau manque pas beaucoup au-delà des 35%, là, ils ont eu 33% aux dernières élections. C'était une défaite en quelque sorte personnelle pour Justin Trudeau. Joël Denis, je vais terminer avec vous. Il nous reste quelques secondes. Le but du gouvernement Trudeau, lorsqu'il a prorogé le Parlement au mois d'août, c'était de faire oublier l'affaire We Charity. Est-ce que la page est définitivement tournée sur We Charity? Non, absolument pas. Les partis de l'opposition sentent qu'ils ont un os avec l'affaire We Charity. Ils vont continuer de gruger sur cet os jusqu'à ce que le commissaire à l'éthique dépose son rapport en janvier. Donc, attendez-vous à ce que ça reprenne de plus belle au cours des prochaines semaines, dès que les comités parlementaires qui se penchent sur l'affaire We Charity seront reconstitués comme le veulent les règles de la Chambre des communes, une fois que la prorogation a été faite. Puisqu'il reste encore un petit peu de temps, Althia et Conrad, vous êtes d'accord avec ça aussi? Absolument, oui. Conrad, c'est l'affaire We Charity va revenir dans l'actualité? Évidemment, l'opposition va essayer que ça revienne et on sait que le rapport du commissaire à l'éthique est prévu et il ne serait pas gentil. Ça va être à suivre. Conrad Yakabouski. Oui, Althia? Non, je dis, on le sait pas, mais on s'attend peut-être. À ce que ce soit pas gentil, donc, envers le gouvernement. Alors, ça va être à suivre. Conrad Yakabouski, Althia Raj, Joël Denis Bellavance, merci beaucoup. Merci de votre analyse. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Esther. Bonne semaine. Bye-bye. Maintenant, quelles sont les véritables priorités des Canadiens au moment de reprendre les travaux au Parlement? Bon, il y a la pandémie, la santé, l'incertitude économique. Les préoccupations sont nombreuses, évidemment, mais aussi, quelle est la popularité des chefs de parti, alors que Justin Trudeau a dû se débattre tout l'été avec l'affaire We Charity et les conservateurs qui, on le sait, ont un nouveau leader. Alors, pour prendre le pouls des électeurs, je retrouve Jean-Marc Léger, qui sonde l'âme et le cœur des Canadiens depuis des années. Bonjour, Jean-Marc. Oui, bonjour. D'abord, tous les observateurs semblent s'entendre sur le fait que le gouvernement Trudeau ne va pas tomber au terme de ce discours du trône. Est-ce que les Canadiens sont dans un état d'esprit, de toute façon, dans une disposition pour se retrouver en élection cet automne? Bon, c'est toujours un peu imprévisible, un gouvernement minoritaire. Au moment où on se parle, on a un Canadien sur deux, un Québécois sur deux aussi, qui souhaite aller en élection. C'est quand même un taux assez élevé. Naturellement, c'est partagé. Le 3/4 des libéraux souhaitent aller en élection, alors que le 3/4 des gens du Parti conservateur ne souhaitent pas aller en élection. Donc, on est vraiment entre les deux. Les gens vont suivre la dynamique au cours des prochaines semaines et on verra vers où ça nous mènera. Il y a eu des élections, par exemple, au Nouveau-Brunswick, il y en a en Colombie-Britannique, en Saskatchewan. On voit qu'au niveau provincial, ça s'est mis à bouger et les gouvernements sortants ont un avantage certain dans une période d'instabilité comme aujourd'hui. Justement, est-ce que le gouvernement Trudeau pourrait être tenté d'imiter la Colombie-Britannique? En fait, le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique? Oui, on sait qu'il a été minoritaire. Il a même obtenu moins que le Parti conservateur d'1% aux dernières élections. Par contre, depuis ce temps-là, avec la pandémie, le taux de satisfaction à l'égard du gouvernement actuel a grimpé à 70%. C'est du jamais vu et sur une période aussi longue que cette période-là. Jusqu'à l'été, le taux de satisfaction était élevé, mais le vote était aussi élevé, jusqu'à 46% pour le Parti libéral. Il a chuté à cause de l'affaire We Charity, ça lui a fait mal, il a chuté à 34%. Là, depuis ce temps-là, ça s'est stabilisé assez pour dire que s'il y avait une élection aujourd'hui, Justin Trudeau partirait en avance. OK, parce qu'on se demandait s'il entrait dans cette nouvelle session parlementaire affaiblie par l'affaire We Charity. Selon ce que vous nous dites, ça ne semble pas être le cas. Non, vous voyez, il a été élu avec 33% des voix. Aujourd'hui, il a 35% des voix. Oui, il a perdu un peu de sa superbe, un peu de la remontée liée à la gestion de la pandémie et la distribution de l'argent dans l'économie canadienne, mais il est quand même en situation solide au moment où on se parle. Mais il y a un nouveau leader, comme M. O'Toole, et ça, c'est imprévisible. Là. Il ne se bat pas contre Andrew Scheer. O'Toole risque d'être un candidat beaucoup plus difficile à vaincre. Oui, parce qu'on dit que, M. O'Toole est plus sympathique que son prédécesseur. Il y a eu comme un vent de fraîcheur avec son arrivée. Est-ce que l'impact de son arrivée sur les troupes conservatrices pourrait être plus positif que prévu, qu'on pense?
Oui, on parle d'une augmentation de 5 points là, depuis son élection. L'avantage qu'il a eu, c'est que sa course à chefferie s'est déroulée en privé. Donc, il n'y a pas eu les chicanes habituelles entre les pro-vie, anti-vie, plus peine de mort, anti-peine de mort, anti-mariage gay, toute cette dynamique-là qui nuit au Parti conservateur depuis de nombreuses années, particulièrement dans l'Est du pays. On n'a pas vécu ça avec la pandémie, ce qui est un avantage pour le Parti conservateur. Il arrive avec un parti consolidé, beaucoup plus fort que M. Scheer, qui avait gagné par quelques points de pourcentage lors de la course à chefferie. Donc, il a un parti solidarisé derrière lui. Il arrive en élection avec un visage plus sympathique. On comprend que c'est un Ontarien, c'est-à-dire il est né à Montréal, mais qui habite en Ontario, et c'est quelqu'un qui s'identifie comme étant pro-vie. Donc, 2 facteurs que n'avait pas M. Scheer. Il part donc dans une dynamique plus favorable à sa candidature que ne l'était l'ancien chef conservateur. Oui, Erin O'Toole est aussi assez ouvert, s'est montré en fait assez ouvert envers le Québec jusqu'à maintenant. Comment il est perçu, M. O'Toole, par les Québécois? Bon, parce qu'on sait qu'il s'est montré ouvert à donner plus de pouvoir au Québec en matière d'immigration, s'engage à ne pas contester la loi 21, d'accord pour assujettir les entreprises fédérales à la loi 101. Comment il est perçu, M. O'Toole, au Québec? Le problème, c'est qu'il y a un Québécois sur 2 qui ne le connaît pas. Vous voyez, 24 qui ont une bonne opinion de M. O'Toole, 17 disent qu'ils ont une mauvaise opinion. Et 1 sur 2 ne le connaît pas. Donc, encore, son image est à faire. Et dans la dynamique du discours du trône ou une préélection, qu'elle soit cet automne ou au printemps, il va se faire connaître. Et on verra comment les Québécois réagiront, parce que les Québécois, c'est pas comme le reste du Canada. On aime ou on n'aime pas un politicien. Quand Jack Layton est arrivé, les gens ont apprécié Jack Layton. Et là, vous avez eu la folie dans les sondages et dans l'opinion publique pour M. Jack Layton. Andrew Scheer n'a pas vécu cette lune de miel-là avec les Québécois. Pour M. O'Toole, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire, oui, il y a une opinion favorable, il y a un préjugé favorable, mais le vote conservateur est très concentré en région, particulièrement dans la région de Québec. Donc, il a peu d'impact dans le 4-5-0, là, qui est, dans le fond, l'environnement autour de Montréal. Et c'est la même chose à travers le pays. Vous savez, sur les 80 régions de recensement avec la densité de population la plus forte, les libéraux en ont gagné 80 sur 80. Plus on avance dans les villes, plus on vote libéral. Et pour M. O'Toole, au Québec, c'est la même chose. Et il a beaucoup de travail à faire avant de se faire élire. Oui, parce qu'il En fait, il dit qu'il veut tripler le nombre de sièges des députés conservateurs au Québec. Ça veut dire de passer d'une dizaine à une trentaine. Est-ce qu'au moment où on se parle, Jean-Marc, c'est un scénario qui pourrait être envisageable? Il a obtenu 16 des voix aux dernières élections et 10 sièges concentrés dans la région de Québec. Aujourd'hui, au Québec, il est à 18 des intentions de vote, donc une légère montée, mais il n'est pas encore dans ce qu'on appelle la zone payante. Au-dessus de 20 des votes, il va commencer à cumuler des sièges. Et chaque point de pourcentage au-dessus peut lui permettre d'aller chercher 4-5 sièges par point. Et c'est pour ça que c'est possible. Mais actuellement, on ne sait pas ce qu'on voit encore dans les sondages. M. Trudeau est encore très populaire et forcément, il y a un joueur plus imprévisible, le Bloc québécois, ressurgi de nulle part à la dernière élection, qui est encore très fort au Québec, qui a 33 des intentions de vote. Et c'est vrai une bagarre directe entre le Bloc et le Parti conservateur, une bataille entre bleus. Il nous reste très peu de temps. Je veux revenir sur les priorités des Canadiens alors que s'ouvre cette nouvelle session parlementaire à Ottawa. On est à l'aube d'une deuxième vague de la pandémie. Il y a évidemment beaucoup d'incertitudes économiques, incertitudes quant à l'avenir. Jean-Marc, quelles sont les principales préoccupations des Canadiens au moment où on se parle? C'est sûr que la santé et la pandémie sont au-delà des préoccupations des gens parce qu'il y a un vieux dicton en politique qui dit « on n'imprime rien sur une feuille qui tremble ». Les Canadiens tremblent actuellement avec la pandémie. On ne sait pas jusqu'où ira la deuxième vague. Et la conséquence, c'est que cet enjeu-là est majeur. Va-t-on découvrir un vaccin ou pas avant l'élection? Ça sera un impact aussi majeur. Le deuxième élément, c'est l'emploi. Il y a des gens qui ont peur de perdre leur emploi. L'économie est soutenue artificiellement par le gouvernement. On a atteint jusqu'à 400 milliards de déficit. On ne pourra pas subvenir aux besoins des Canadiens en difficulté longtemps. Donc, l'emploi et l'économie est au deuxième. Et au troisième rang, c'est la gestion du déficit. Quand on regarde ces trois enjeux-là, les deux premiers sont à l'avantage des libéraux. Et si la campagne porte sur le déficit, c'est à l'avantage des conservateurs. Donc, M. Trudeau a intérêt à lancer l'élection avant de présenter son prochain budget, entre vous. Alors, ça va être à suivre. C'est une session, en tout cas, qui s'annonce mouvementée du côté d'Ottawa. On espère avoir la chance de vous parler souvent. Merci beaucoup, Jean-Marc Léger. Toujours un plaisir, Esther. Au revoir. Bye-bye.
Le nouveau chef du Parti conservateur, Erin O'Toole, a de grandes ambitions au Québec au lendemain de son élection à la tête des troupes conservatrices au mois d'août. M. O'Toole a présenté sa propre plateforme pour le Québec. Il s'engage, entre autres, à ne pas contester la loi 21 sur la laïcité devant les tribunaux. Il s'engage aussi à ne pas s'immiscer dans les affaires internes du Québec. Lors d'une rencontre avec le premier ministre Legault également, à la mi-septembre, il a même affirmé que les conservateurs espèrent tripler leur nombre de députés au Québec à la prochaine élection. Alors, pour savoir comment Erin O'Toole compte s'y prendre pour conquérir le cœur des Québécois, je retrouve Richard Martel, le nouveau lieutenant politique d'Erin O'Toole au Québec. Bonjour, Monsieur Martel. Félicitations pour votre nomination à titre de lieutenant du Québec. Merci. Un mot d'abord sur l'état de santé de M. O'Toole qui, comme on le sait, a contracté la COVID-19. On l'a vu hier quand même lors de sa réplique au discours du trône, au discours de la nation plutôt. Et il avait l'air quand même en forme. Comment va-t-il? Ça va bien. Aujourd'hui, j'ai discuté avec, puis ça va mieux. Sa femme va mieux aussi. Sa femme a eu un petit peu plus de difficultés au début, mais aujourd'hui, c'est une bonne journée. Est-ce qu'il réussit à diriger les troupes à distance? Comment ça se passe de ce côté-là? Absolument. À tous les jours, nous avons des meetings avec le chef, puis on discute des choses qu'on doit discuter. Au lendemain de son élection, à titre de chef des troupes conservatrices, il vous a nommé lieutenant du Québec. C'est une grosse responsabilité. Vous avez, entre autres, à recruter des candidats en vue des prochaines élections, élections qui pourraient quand même venir assez vite. J'aimerais d'abord savoir comment vous voyez votre rôle de lieutenant du Québec. Bien, en partant, lors de la course à la chefferie, on a une bonne relation, moi et Erin. Alors, en plus, qui s'est entouré de gens du Québec pour justement sa campagne au Québec. Alors, ça a porté fruit. Et il m'a donné le mandat de bâtir la meilleure équipe possible au Québec, d'avoir plus de députés qu'on avait auparavant. Puis ça va se faire avec l'équipe du Caucus Québec, où on a un très bon esprit d'équipe, puis on a discuté ensemble, puis tout le monde travaille dans le même sens. Monsieur O'Toole dit qu'il veut tripler le nombre de députés conservateurs au Québec à la prochaine élection. Ça veut dire passer de 10 à une trentaine. Comment vous comptez vous y prendre? C'est certain que les circonscriptions où on a déjà eu des conservateurs, on va s'organiser pour faire élire des conservateurs à ces endroits-là. Puis ensuite, ça va aller avec notre stratégie. Mais qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que cette fois-ci, à la prochaine élection, nous aurons une équipe Québec. Ça veut dire qu'on a un directeur de campagne du Québec qui vient du Québec. C'est lui qui va tout gérer ça. On a placé notre monde autour de nous qui vient du Québec. Le narratif sera des gens du Québec. Alors, c'est sûr qu'on va travailler en étroite relation avec le national. Ça va être une première pour le parti. Puis je pense que ça va être extrêmement intéressant. Est-ce que vous avez commencé le recrutement de candidats en vue des prochaines élections? Parce qu'il va y en avoir plus tôt que tard. Est-ce que vous avez commencé le recrutement? Si oui, comment ça va? Tout de suite, quand j'ai été nommé, on s'est mis à appeler les anciens candidats. On a eu des réponses positives. Je peux vous dire que M. O'Toole motive beaucoup nos troupes. Puis les anciens candidats sont intéressés, il y en a plusieurs qui sont intéressés à revenir. Puis on a eu aussi des nouveaux candidats qui sont profilés, des candidats intéressants. Alors, bien sûr qu'on est sur le terrain, on rencontre des gens, on a discuté avec les organisateurs aussi. Alors, tout est en place, la stratégie est en place. Les postes clés aux personnes qui auront un bon travail à faire sont remplis. Alors, c'est de bonne augure. Oui, on sait que l'ex-maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, a déjà annoncé son intention de briguer à nouveau les suffrages pour les conservateurs à la prochaine élection. Je veux vous entendre sur la popularité du chef, M. O'Toole. Quand on regarde les sondages, quand même, Erin O'Toole souffre d'un déficit de notoriété au Québec. Selon un sondage réalisé au début du mois de septembre par Léger, 59 des Québécois disaient pas connaître assez M. O'Toole pour être capable de s'en faire une idée. Comment vous comptez le faire connaître davantage au Québec? Bien, c'est intéressant parce que les gens vont vouloir le découvrir. D'abord, il n'est pas vraiment connu. Alors ça va être quelque chose d'intéressant. Dès les premières semaines devant les médias, il a très bien fait. Il a eu une très bonne réponse. Les gens l'ont bien aimé. C'est un gars, c'est une personne qui prend des décisions. C'est une personne, d'abord, j'ai travaillé étroitement avec lui durant la course au leadership. Il est très structuré. Il connaît ses dossiers. Il est déterminé. Puis c'est une personne passionnée. M. Martel, lieutenant des conservateurs au Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Alors voilà, ça complète notre vue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi.